est persuadée qu'elle peut faire mieux, avec, encore une fois, la mise en place de structures, que ce soit de prévention, de possibilité de déposer des plaintes. Sur les cas spécifiques dont vous parlez, malheureusement, je ne peux pas m'exprimer. Je sais que ça vous intéresserait beaucoup, mais on doit protéger les collaborateurs et je ne suis même pas au courant de ce dont vous parlez. Alors, vous n'êtes pas au courant parce que vous êtes le chef de la communication. Nous aurions aimé parler avec des personnes au courant de tous ces cas, le directeur général, le professeur de Martine, la responsable des ressources humaines, Madame Uldry, qui ont refusé cette interview. Pourquoi ? Le professeur de Martine va quitter l'établissement à la fin de l'année, donc ce n'est pas une parole qui peut porter le CHUV. Et puis, la directrice des ressources humaines est nommée ad intérim, donc elle a préféré ne pas s'exprimer dans le cadre de cette émission. Enfin, lorsqu'on est ad intérim, on est censé s'occuper de façon professionnelle des sujets dont on a la charge. Il y a beaucoup de personnes ad intérim en ce moment au CHUV. Je ne suis pas ad intérim, je suis là. Pourquoi les personnes chargées de tous ces dossiers refusent de s'exprimer ? Est-ce que ce n'est pas le signe d'un malaise sur ces questions au sein du CHUV ? Malaise, je ne vous dirais pas, sincèrement, je ne pense pas. Encore une fois, je pense qu'on a été pionnier, le CHUV, depuis 2018, qu'on a pris des sanctions, qu'on a même catégorisé la situation de harcèlement sexuel. Donc véritablement, c'est un dossier qui avance au CHUV. Ces dernières années, de nombreux hôpitaux ont mis en place des cellules d'écoute censées recueillir les plaintes. Mais ces outils fonctionnent mal. Même lorsque des victimes témoignent, elles sont parfois ignorées par les ressources humaines, sans enquête interne ni sanction. C'est souvent le premier stade qui fait défaut dans un employeur. Ce sera le stade de faire remonter formellement les informations. Et c'est tout ça le problème, et c'est là où l'employeur a aussi une responsabilité, c'est de s'assurer qu'il met en place les systèmes internes nécessaires qui permettent de faire remonter ça, c'est-à-dire qui vont réellement exprimer la tolérance zéro, qui vont réellement l'exprimer sur le principe, mais l'exprimer dans les faits. Et ça, c'est absolument central. Jamais évident, de nouveau, pour un employeur, parce qu'on est obligé de prendre une mesure. On ne peut pas non plus faire un show. Donc, on ne peut pas, comme employeur, non plus mettre quelqu'un et le griller complètement, même si c'est un auteur de harcèlement sexuel, on ne peut pas le griller devant tout le monde. Ça aussi, ça léserait les droits de cette personne-là. Donc, l'employeur est toujours sur une assez fine ligne où il doit agir, il doit montrer qu'il agit, parce que ça ne suffit pas, naturellement, de mettre dans des documents qu'on agit quand ce n'est pas le cas. Et en même temps, ils doivent s'assurer de ne pas aller trop loin d'une façon qui serait disproportionnée dans sa propre réaction. Une prudence extrême des hôpitaux qui profitent aux médecins harceleurs. Certains passent entre les gouttes sans être inquiétés pendant des années. Comme ce chirurgien, chef de clinique au HUG, qui harcelait les jeunes médecins de son service. Il est ensuite parti en France, où il est devenu chef adjoint, puis chef de service d'un hôpital universitaire. Sur place, il se livre au même comportement qu'à Genève. Son cas apparaît début 2024 dans la presse française, lorsque ses collègues dénoncent publiquement les dérapages de ce chirurgien suisse. Contacté par téléphone, l'un d'eux témoigne. C'était un chef infect, humiliant et odieux avec les internes, les étudiantes et les infirmières. Avec les hommes, c'était du harcèlement moral. Avec les femmes, du harcèlement sexuel. Voici l'un des messages que ce chirurgien envoyait à une jeune interne. Tu es une obsédée, c'est bien, j'approuve. On va alors commencer les transmissions en mode strip poker. Le premier qui dit une connerie enlève un habit. C'est plus fun et ça va te détendre. En 2023, une plainte pour harcèlement moral et sexuel est déposée en France contre ce chirurgien. Dans l'attente d'une décision de la justice, il est revenu en Suisse, où il exerce aujourd'hui dans une clinique privée. Les cas de médecins harceleurs poursuivis en justice restent rares. Souvent encore, les victimes se retrouvent seules et démunies face au harcèlement sexuel. Julie, interne dans un hôpital universitaire suisse, a alerté sa direction, sans résultat. C'est elle qui a dû partir après avoir enduré pendant des années le chantage sexuel pratiqué dans son service de chirurgie. Ce qui est compliqué, c'est que vous pouvez aller très loin et finir par vivre dans une grande honte après, parce que vous le voulez tellement, votre poste, vous les voulez tellement, vos études. Ça a été tellement dur pour arriver déjà jusque-là que vous vous dites « c'est pas possible que pour un petit truc physique ou... Mais finalement, c'est quoi du sexe ?
c'est la vie de tous les jours. Je vais vivre ça tous les jours. Tout le monde a l'air de savoir ce qui se passe et tout le monde ferme les yeux. Mais est-ce que je vais vivre ça toute ma vie? Et là, quand ça devient trop gênant et insupportable pour vous, vous commencez à le dire ou à prendre de la distance. Et en fait, vous vous rendez compte tout de suite, tout d'un coup, vous allez plus au bloc. Tout d'un coup, il veut plus parler avec vous des dossiers. Tout d'un coup, on vous adresse plus la parole, on vous met à l'étage et vous avez plus le droit à rien. La jeune femme est prise au piège. Si elle dit non aux avances de ses supérieurs, elle ne peut plus progresser ni opérer. Privée de bloc, de jours de repos, est mise à l'écart par des chefs qui ont des pouvoirs démesurés, même au-delà de leur hôpital. Souvent, les médecins adjoints, les professeurs, les chefs de service, et voire même les chefs de clinique, ils ont des contacts avec les autres hôpitaux. Ils font partie des sociétés savantes, font partie des sociétés européennes. Et en fait, ils vous verrouillent radicalement la possibilité de pouvoir postuler ailleurs. Et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes en train de perdre votre spécialité et que ce pourquoi vous êtes arrivé avec vos étincelles dans les yeux, c'est en train de disparaître. Pour terminer sa formation, Julie a dû quitter ce service et s'exiler. Aujourd'hui, elle est chirurgienne, mais le prix à payer est lourd. J'ai eu mon diplôme. Je l'ai dit à personne. Je l'ai pas fêté. J'ai juste reçu une enveloppe après avoir déposé mon FMH qui me disait « Vous avez votre diplôme », mais je l'ai dit à personne. C'est un peu le plus dur dans toute cette histoire, c'est que j'ai aucune fierté de mon travail. Je dis jamais que je suis chirurgienne parce que c'est tellement douloureux pour en arriver là et que le sacrifice, il en vaut vraiment pas la peine. Cette route, elle m'inspire le fait de rentrer à la maison, en fait. Et l'endroit où je pouvais me reposer aussi. Donc il y avait ce côté très doux et enveloppant, en fait, de la maison. Un endroit où on m'accueillait aussi. Après, c'est sur cette route aussi que j'ai eu des idées noires, en fait, parce que c'est sur cette route que j'imaginais que je la laisserais sortir de l'autoroute, ma voiture, quand j'avais justement plus envie de vivre quand j'étais à Genève. Alors qu'elle est presque à la fin de son internat au HUG, Emmanuelle est à bout de force. Épuisée par ses 10 années d'hôpital, les humiliations, le harcèlement et le traumatisme de son agression sexuelle. Elle pense au pire, veut disparaître et tombe en dépression. C'est au moment du burn-out qu'il y a tout qui est sorti. Parce qu'en fait, là, j'ai vu le médecin du travail et c'est là que l'histoire qui s'était passée en chirurgie viscérale est ressortie aussi, en fait. Tout est remonté à la surface à ce moment-là? Ouais, là, j'ai eu tout. Là, parce que très vite, j'ai compris que j'allais pas y retourner, en fait. Je me souviens que le jour où, en fait, j'ai fait le burn-out, après, c'est un jour... ça s'installe sur une longue période, un burn-out. Mais le jour où, entre guillemets, ça a clashé, il y a eu la crise, entre guillemets, quand j'ai posé ma blouse, j'ai senti que j'allais plus la remettre. Par instinct de survie, elle abandonne la médecine et se réfugie chez ses parents. Près de 10 ans plus tard, l'émotion est encore vive au sein de la famille. C'était douloureux de t'entendre. Tu as eu le coup tellement longtemps. Et puis tu téléphonais à la fin, tous les jours, en pleurant. Et tu me téléphonais pendant... j'ai encore les larmes qui viennent. C'était urgent de la rapatrier à la maison. Quand elle nous a téléphoné que ça allait pas, une demi-heure, 3/4 d'heure après le téléphone, on était dans la voiture pour partir à Genève. On n'a pas discuté, on n'a même pas besoin de se concerter. On s'est regardé, on s'est préparé et on est parti à Genève la chercher. C'est vrai que
pendant, j'ai pas eu peur. C'est après coup que j'ai réalisé qu'elle aurait pu faire une connerie. Mais je crois que c'est parce qu'on a eu après coup, enfin c'était peu de temps après, le diagnostic en fait d'un psychiatre. Exactement. Et même moi, qui était médecin, et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas du tout un médecin pour soi, où on a un cordonnier très très mal chaussé, c'est que moi-même, j'avais pas réalisé que j'étais en train de faire une dépression sévère avec un état suicidaire. En fait, c'est plus facile de mettre un diagnostic sur quelqu'un d'autre que sur soi. Et quand la psychiatre me l'a dit, j'ai réalisé que j'avais pas du tout réalisé, en fait. Je crois que je suis arrivée à un stade où je me suis dit, soit c'est ma vie, soit je reste dans cette prison de prestige, d'élitisme, mais je me respecte plus du tout en fait. Et donc du coup, c'est là que dans ma tête, ça a été... Enfin, dans ma tête, je crois que c'est même dans mes cellules, je me suis dit, il faut que je parte. Donc je crois que là, j'ai décidé de plus me respecter moi. Et je comprenais que ce milieu était toxique, en fait, pour moi. Loin de l'hôpital, Emmanuelle a retrouvé un équilibre dans la mode, le parfum et le stylisme. Un nouveau métier où sa personnalité et sa créativité sont valorisées. Hello à toutes, j'ai très envie d'organiser des webinaires en live. Alors dites-moi quel sujet vous intéresse le plus. Son cas n'est pas rare. Chaque année, 1 médecin sur 10 quitte la profession prématurément en raison de conditions de travail intenables à l'hôpital. Rythme éreintant, épuisement, harcèlement moral et sexuel. Ce qui a manqué à Emmanuelle, Julie, Léa, ce sont des témoins qui réagissent et dénoncent les violences subies, sans détourner le regard, sans devenir complices des harceleurs. C'est très basique, mais c'est remarquer la situation. Imaginons aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone, vous avez des écouteurs, il y a une situation qui se passe à côté de vous, vous êtes très pressé pour aller voir un patient, il peut y avoir un acte de harcèlement qui se produit à côté de vous et vous le remarquez simplement pas. Donc ça, la première chose pour pouvoir agir, c'est bien sûr de remarquer la situation. Bien, patient suivant, en route. Donc, ce jour-là, au HUG, ce ne sont pas des étudiants, mais une douzaine de médecins, tous volontaires, qui participent à un atelier sous forme théâtrale. Qu'est-ce que vous feriez comme premier examen, ma petite Mélanie ? Là encore, les dialogues sont basés sur des situations réelles. On pourrait commencer par effectuer un toucher rectal, afin de vérifier la paroi du rectum pour les saignements. 2 comédiens jouent le rôle de la jeune interne et de son supérieur, et 4 médecins, à droite, doivent réagir quand ça dérape. C'est gagné, hein ? Et c'est gagné non seulement parce que c'est la bonne réponse, mais parce que tu vas avoir le droit de l'effectuer. Alors je ne sais pas si tu as déjà fait des touchés rectaux, mais il faut une première fois. Je ne suis que chef de clinique, mais déjà, je trouve que le « c'est gagné », ça me paraît une remarque peu appropriée. Elle n'a rien gagné et le patient n'a rien gagné. Merci d'avoir soulevé... Le but, c'est justement de donner du pouvoir aux gens qui sont autour de la victime. Des personnes qui sont témoins, pour moi, c'est un des outils pour ce changement de culture. Parce qu'on voit que finalement, au quotidien, il y a les gestes ou les comportements qui sont de l'ordre du harcèlement, qui sont complètement problématiques, mais qu'il y a aussi une zone grise. Et dans l'atelier, on a vu qu'il y a 2 fois où finalement, on agit sur les petites choses, sur ma petite Mélanie. Et ça, c'est des petites actions qui permettent de remettre un cadre, qui évite les petites blagues, les choses désagréables, qui finalement font le terreau, si on veut, de comportements plus graves. Et les comportements plus graves, ils surgissent rarement au milieu de rien. Ils surviennent en règle générale dans des climats qui ont permis d'aller jusqu'aux gestes graves. Ces ateliers ne sont pas obligatoires. Les médecins harceleurs en sont donc absents. Des intouchables, protégés par le système. Un bon connaisseur du dossier résume. Si le harceleur est un aide-soignant, on le vire. Si c'est un chirurgien, on est indulgent. Normal, il sauve des vies. Au HUG, 4 blâmes et 7 licenciements ont été prononcés depuis 2023 contre des harceleurs sexuels sur l'ensemble des employés. Combien de médecins parmi eux ? Là aussi, silence de la direction. Un seul cas de médecin licencié est connu à ce jour, de quoi renforcer un sentiment d'impunité.
C'est tout le problème qu'on voit en tant que tel, c'est-à-dire c'est vraiment mettre en balance l'intérêt propre de l'employeur à garder une personne qui est très rémunératrice, qui peut lui apporter des clients, qui peut lui apporter un savoir-faire, qui peut lui apporter une image, et effectivement prendre une mesure que la loi lui impose, mais qui mènerait à s'en séparer. Et c'est clair que décider de licencier cette personne, c'est une décision qui est très difficile pour un hôpital à prendre et pour une institution médicale à prendre. Dans la plupart des cas, les victimes de harcèlement hésitent à porter plainte et sont poussées à changer de service, alors que les harceleurs restent en place. Vous allez avoir de plus en plus de cas de harcèlement sexuel, ou en tout cas un grand nombre, précisément parce que les personnes savent, ou alors sentent, ou alors ressentent le fait qu'elles ne risquent pas grand-chose en ayant des comportements qui sont limites. Un sentiment d'impunité et de toute puissance qui renforce l'omerta à l'hôpital. Si les victimes ne se sentent pas soutenues ni protégées par leur direction, il est difficile pour elles de briser la loi du silence. La professeure Barbara Wildhaber n'avait pas dénoncé son agresseur au HUG. Comme les fois précédentes, elle avait tenté d'oublier cet épisode douloureux. J'en ai pas parlé il y a 4 ans. Je choisissais la solution. Non, c'est pas possible, quoi. Je vais l'enfermer dans un tiroir, je prends ma clé, je tourne 2 fois et j'en parle plus. Je cache parce que c'est pas possible, quoi. D'être humilié, c'est humiliant. Et d'aller témoigner, c'est comme si on prolongeait cette humiliation. C'est ce que j'ai senti, parce que oui, j'ai réfléchi, oui, j'ai discuté avec mon entourage, oui, j'étais encouragée à le dire. Mais il y a 36 000 raisons pourquoi on se dit « Ah, c'est tellement plus simple de juste fermer ce tiroir et perdre la clé. » Et ça, je dois ajouter, je suis convaincue qu'on n'aurait pas cru. 1, parce que je suis un chef de service quand même, ça peut pas t'arriver. 2, est-ce que tu l'as pas quand même un peu stimulé? Et en plus, j'ai entendu la remarque que peut-être ça t'a plu. C'est incroyable de ce qu'on doit entendre. Mais après, je vois là, 4 ans plus tard, mes émotions qui sortent encore et c'est assez intéressant. J'observe moi-même à quel point je regrette de ne pas avoir témoigné, je regrette de ne pas avoir dénoncé, mais j'avais mes raisons à l'époque. J'avais mes raisons et je les ai encore aujourd'hui, même si, et merci pour cette interview, je suis encouragée à faire ce que je conseille à toutes mes collègues. Faites-le, appuyez sur le bouton. Ne plus se taire, porter plainte et contraindre les hôpitaux à protéger les victimes plutôt que les harceleurs. Celles et ceux qui ont osé témoigner dans notre enquête, malgré le climat de peur, portent l'espoir d'un changement de culture médicale. À condition que les sanctions suivent. Prôner la tolérance zéro et multiplier les mesures de prévention ne suffisent pas si les puissants restent intouchables et leurs dérives impunies. C'est vraiment le moment que les choses, elles changent. Un des moyens de pouvoir guérir les choses, notamment, c'est d'en parler. Parce qu'on sait bien que le secret, les non-dits, c'est ça, en fait, qui bloque tout et qui font que les choses ne changent pas. Il y a encore des différences dans la façon dont on traite les gens, dans la façon dont on respecte les gens par rapport à leur sexe. C'est un truc qui est pour moi aberrant qu'on en a encore là aujourd'hui. Au début, ce qui m'était insupportable, c'est de voir que ces gens n'étaient pas punis. Et aujourd'hui, ça va encore plus loin. Ça m'est insupportable d'entendre des discours de jeunes internes qui vivent la même chose. La seule manière, c'est de parler, de mettre à découvert tout ça. Et puis d'éviter d'avoir des jeunes filles qui ont peur quand elles prennent des gardes. Des filles qui ont peur de devenir chirurgiennes. Enfin, ça c'est quand même... Ça ne devrait pas. On ne devrait pas avoir peur de faire un métier.